Messieurs les ministres, monsieur le rapporteur, chers collègues, la première loi dont nous discutons aujourd'hui, la loi de programmation des finances publiques que nous apprêtons à examiner, est censée fixer la trajectoire de nos finances publiques pour les 5 ans à venir. J'y vois déjà 3 problèmes majeurs. Premièrement, cette trajectoire repose sur des projections économiques irréalistes au point de rendre nos discussions déjà dépassées et inconséquentes. Deuxièmement, elle fixe aux collectivités territoriales des objectifs aussi intenables que la méthode pour les y contraindre est inquiétante. Et enfin, cette trajectoire préfigure une austérité historique au lieu de repenser notre économie en partant des besoins des gens et de la planète. Si je me dois de débuter en parlant de l'inexactitude de vos chiffres, c'est parce qu'ils biaisent du coup le débat démocratique que devrait être celui du budget et que vous appelez de vos vœux Bruno Le Maire. Ce qui me permet tout de suite de mettre les pieds dans le plat. Je le dis solennellement. Et le prétexte de je ne sais quelle obstruction quand tout simplement les oppositions s'opposent et proposent ne saurait y répondre. Je vous demande solennellement au gouvernement de ne pas mettre en place le 49.3 par rapport à des prérogatives essentielles de l'Assemblée nationale. Le débat doit avoir lieu. Vous devez tenir compte, dans les conclusions de ce débat, du fait qu'aujourd'hui, effectivement, comme le lapsus tout à l'heure de Gabriel Attal le laissait entendre, il n'y a pas de majorité absolue dans cette Assemblée. Laissons donc le temps du débat. Je reviens sur cette question de chiffres. Voilà qu'on se demande de surcroît sur quelle base nous sommes censés débattre ensemble, étant donné que toute la logique de cette loi repose sur des prévisions de croissance objectivement surévaluées et d'inflation objectivement sous-évaluées. C'était déjà le cas lors du programme de stabilité, et je l'avais déjà noté. Aujourd'hui, je constate que c'est bis repetita. Pour l'inflation, vous prévoyez à peine 4,2% en 2023, alors que l'INSEE l'estime à 6,4% pour la fin de l'année. Et pour la croissance, on se demande comment vous pouvez annoncer à 1% l'an prochain, alors qu'elle était de 0% pour le dernier trimestre de 2022, d'après l'INSEE. La présidente du FMI elle-même annonce qu'au moins 2 trimestres de contraction cette année ou l'année prochaine. Et quand bien même il y aurait un peu de croissance molle, le FMI lui-même estime que cela sera ressenti comme une récession à cause de la baisse des revenus réels et de la hausse des prix. L'expertise gouvernementale dépasserait celle du FMI, du Conseil des finances publiques, de l'INSEE. Tous les observateurs s'accordent sur ce risque de récession bien plus certain que les 1% de croissance que vous annoncez. Or, ce n'est pas un détail. Vous savez très bien la différence, et elle n'est pas seulement, j'allais dire, mathématique, entre une société qui bénéficie d'1% de croissance et une société qui rentre en récession. Dois-je vous rappeler que lors de la crise du subprime, la France n'a pas été en récession. D'ailleurs, en grande partie, grâce au soutien de l'économie par les dépenses publiques, pendant que le marché privé était atone. Le problème que vos chiffres posent, c'est que ces prévisions ultra-optimistes atténuent largement la lisibilité et la réalité de l'austérité que vous nous destinez. Je le dis clairement, vous nous annoncez là la plus grosse austérité de la Ve République, puisque comme lors du pacte de stabilité, vous prévoyez un niveau inédit de restriction de dépenses publiques proportionnellement à l'augmentation inévitable des besoins du pays. Il faudra pour cela chercher 30 milliards d'euros par an de moins dans les dépenses publiques que lors des périodes précédentes. Normal, puisque c'est le seul levier que vous pouvez actionner, puisque vous décidez en même temps de baisser les impôts. Encore une fois, qui en pâtira ? Nos concitoyens qui voient les dépenses de l'État encore reculer. Qui en profitera au-delà de quelques rentiers capitalistes ? Après 5 ans de réduction d'impôts de production, la balance commerciale n'a jamais été aussi défavorable, avec un déficit record de 156 milliards d'euros. Nouvelle preuve, s'il en est, que la réduction des impôts de production et de l'impôt sur les sociétés en général n'est pas efficace, surtout quand elle est injuste et au détriment des PME. Puisque vous persistez à vouloir ramener le déficit public à moins de 3% d'ici 2027, tout en continuant les cadeaux fiscaux aux plus riches, c'est donc mathématique. Vos objectifs ne seront tenables qu'au prix d'une compression sans précédent de la dépense publique. En quelques mots, c'est une catastrophe qui se profile. Encore moins de services publics, alors qu'on n'en a jamais eu autant besoin. Encore moins de justice sociale et fiscale, alors qu'on n'en a jamais eu autant besoin. Encore moins de réponse à la crise écologique,
alors qu'on n'en a jamais eu autant besoin. Encore plus de misère, plus de crises dans les hôpitaux, les écoles, les files d'attente à la pompe et à l'aide alimentaire. Tout cela simplement au nom de préceptes économiques défectueux. Si je me permets ce jugement de valeur sur votre logique économique, ce n'est pas seulement parce qu'elle est à l'opposé de mes convictions. Je me permets cette interpellation parce que je la trouve illogique et dangereuse. Tout se passe désormais dans vos textes comme si rien n'avait eu lieu depuis 2 ans, comme si vous n'aviez tiré aucune leçon des crises passées et en cours. À l'heure d'un tel niveau d'urgence climatique et sociale, à l'heure où même l'Allemagne investit un nouveau plan de 200 milliards par rapport au pouvoir d'achat et à la question énergétique, il est temps de renverser notre logique, de penser notre budget en partant des besoins de la population et de la planète, pour aller ensuite chercher les moyens nécessaires via le partage des richesses et une plus grande participation du capital. Au lieu de ça, vous continuez de nous imposer un système de gestion de crise ponctuelle qui engendre cycliquement des phases de dépenses exceptionnelles, suivies à chaque fois d'un retour à des restrictions drastiques des finances publiques, comme vous le proposez pour les 5 ans à venir. Ces restrictions, et c'est imparable, engendreront de nouvelles crises que vous allez encore devoir gérer à coups de sparadrap budgétaire au lieu de penser durablement les plaies de notre système à bout de souffle. Quel curieux système, celui de l'offre et la compétitivité, qui, à chaque fois qu'une crise éclate, doit être mis entre parenthèses parce qu'il est incapable, justement, de répondre à ces crises. Et pour couronner le tout, vous ne vous contentez pas de faire subir ce régime en yo-yo à l'État, mais vous voulez en plus imposer à des centaines de collectivités une loi des reins austéritaire pour les 5 ans à venir avec l'article 23 du loi de programmation des finances publiques. Alors que l'État lui-même n'est tenu à ces engagements-là que symboliquement. Aucune loi de programmation, depuis qu'elles sont votées, n'ont été réellement appliquées. Vous menacez ces collectivités de perdre des dotations si elles ne réduisent pas leurs dépenses de fonctionnement d'un total de 17 milliards d'ici 2027. Au sujet de la loi de programmation de la finance publique battue en commission, ne nous faisons pas peur. Je vous rassure, le rejet de cette loi de programmation n'entraînera en aucun cas la suspension des versements des, je cite, « facilités pour la reprise et la résilience », dont les jalons ont déjà été posés par le plan national de relance et résilience adopté en 2021. Le rejet de cette loi de programmation, par contre, ne fera donc que marquer notre opposition aux trajectoires et aux horizons proposés par le gouvernement, ce qui est indispensable. D'autant plus indispensable lorsqu'on voit quelles sont les conséquences de ces choix sur le budget 2023. L'aboutissement de la suppression de l'emploi CVAE en est le plus emblématique. Car c'est à n'y rien comprendre. Au nom de quoi peut-on défendre la suppression d'un impôt qui touche d'abord les secteurs les plus polluants? Un impôt qui profite d'abord à 2 tiers aux 10 000 plus grandes entreprises du pays et qui va accroître encore les disparités fiscales entre elles et les PME, puisque cet impôt, vous le savez, ne concerne pas celles qui ont un chiffre d'affaires de moins de 500 000 € par an. Au nom de quoi peut-on défendre la suppression de cet impôt payé par les grandes entreprises quand on sait que ça nous a coûté 10 milliards, va nous en coûter 8 de plus dans les années à venir? Vous arguez défendre les PME et l'industrie à travers ce dispositif, alors je vous fais une proposition. Économisez ces 8 milliards de dépenses fiscales et prenez-en une partie pour flécher les aides vers l'industrie et les PME. Et au nom de quoi peut-on défendre la suppression d'un impôt qui bénéficie aux collectivités locales et permet leur investissement au moment où nous avons le plus besoin? On se trompe complètement, et je voudrais arriver vers ma conclusion sur cela, sur le principe du quoi qu'il en coûte. Il n'est pas derrière nous, mais devant nous, étant donné les crises économiques et écologiques auxquelles nous allons devoir faire face. Nous avons besoin de mettre de l'argent sur la table pour tenir le coup. Mettre de l'argent sur la table, cela doit se faire au service des citoyens, au service du climat, au service de la biodiversité. Encore plus quand nous traversons une crise sans précédent où tant de gens ont peine à se déplacer, se loger, se nourrir dignement. On pourrait espérer que dans ce genre de situation exceptionnelle, on mette à contribution les surprofits de ceux qui non seulement ne participent pas, mais même ont profité de cette situation. Alors certes, j'ai vu que, à force de l'avoir demandé, à force que d'autres pays européens l'ont mis en place, un amendement a été proposé par le gouvernement qui va, j'allais dire, précéder ce que l'Europe propose. Mais sachons-le, cet amendement, par exemple, laissera quasiment indemne une entreprise comme Total. Cet amendement ne touchera pas
les entreprises qui, tous secteurs confondus, ont fait des bénéfices absolument exceptionnels. Il faudra donc le compléter. Je termine, chers collègues, pour vous dire que je suis, et j'espère, que notre Assemblée saura revenir sur l'amendement qui a été voté, qui criminalise les associations écologistes en fonction des moyens qu'elles usent pour alerter de l'urgence climatique, des menaces sur la biodiversité ou encore de situations de maltraitance abjecte. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on résoudra le problème de la dette écologique, la seule dette qu'il convient de ne pas laisser à nos enfants. Merci.